Bienvenue chers visiteurs. Cette fois, nous allons vous parler du Renault FT, l'emblématique char français qui fait partie des chars les plus révolutionnaires et influents de l'histoire militaire. À une époque où les chars n'étaient que de grosses boîtes, sa configuration était si novatrice qu'elle reste encore aujourd'hui la norme pour tous les chars modernes. Certains historiens vont jusqu'à le qualifier de premier char moderne au monde. Le 28 juillet 1914, ce qui deviendra la Première Guerre mondiale, éclate. Pour tous, la guerre ne durera que quelques semaines et ne consistera qu'en une poignée de batailles. Mais il devient rapidement clair que les progrès en matière d'armement, principalement dans le domaine de l'artillerie et des mitrailleuses, ont radicalement changé la nature des combats, les rendant plus meurtriers que jamais. Les différents belligérants entrent alors dans un état de guerre total et sont forcés de mobiliser soudainement tous leurs moyens industriels pour soutenir l'effort de guerre. Pour la France, devenue le principal champ de bataille, l'invasion du Nord et de l'Est est une catastrophe. Avant la guerre, ces régions produisaient 75% de son charbon, 81% de sa fonte et 63% de son acier, avec les usines les plus modernes et perfectionnées du pays. Ainsi, la France se retrouve dans ce que l'on appelle aujourd'hui la première guerre industrielle, avec une production terriblement amputée. Dès le mois de septembre, l'armée française commence à recevoir des engins blindés de combat à roues. Mais la guerre devient rapidement une guerre de position, rendant inutilisables ces véhicules incapables de franchir les tranchées et de manœuvrer sur un terrain accidenté. Dès 1915, Anglais et Français se lancent dans la conception d'engins blindés pour sortir de l'impasse et reprendre l'offensive, tandis que les Allemands privilégient l'artillerie. En France, le colonel Jean Estienne, commandant du 22e régiment d'artillerie, imagine ce qu'il appelle l'artillerie spéciale, un canon monté sur un engin blindé à chenilles directement dérivé du tracteur Holt que l'artillerie utilise pour tracter ses pièces lourdes. Sous son impulsion, le prototype du Schneider CA, conçu par Eugène Brillier, est présenté le 16 juin 1915 au président Raymond Poincaré et en février 1916, une commande de 400 chars est passée. De son côté, la compagnie des forges et aciéries de la marine d'Aumécourt recevra le 14 juin 1916 une commande pour 400 chars Saint-Chamond. Les Britanniques sont cependant les premiers à déployer des chars au combat, avec le Mark I le 15 septembre 1916 lors de la bataille de la Somme. Sur les 49 chars rassemblés pour l'attaque, 36 atteignent la ligne de front et seulement 27 traversent le No Man's Land. Le 16, seuls 3 sont encore opérationnels. Le colonel Estienne avait approché l'industriel Louis Renault dès le 21 décembre 1915 pour son projet de véhicule blindé à chenilles. Mais Renault refusa, affirmant que son entreprise fonctionnait déjà à pleine capacité pour la production de matériel de guerre et qu'il n'avait aucune expérience en matière de véhicules à chenilles. Estienne se tourna alors vers la société Schneider pour développer ce qui deviendra le premier char opérationnel français. L'année suivante, le 16 juillet 1916, Estienne réussit toutefois à convaincre Renault de se lancer à son tour dans le développement d'un char. Estienne imagine ce qu'il qualifie de fantassin blindé, considérant le char comme une sorte d'armure mobile permettant aux fantassins de se déplacer sur le champ de bataille. Selon lui, les chars lourds de l'époque avaient peu d'avenir en raison de leur manque de mobilité, de leur équipage trop nombreux et de leur coût de production prohibitif. Cependant, il devint rapidement évident qu'il n'était pas réaliste d'avoir une seule personne pour conduire et manipuler l'armement, ce qui fit du char un véhicule biplace. Louis Renault s'impliqua beaucoup dans le projet, imposant notamment la limite de 7 tonnes, estimant que les moteurs disponibles ne pouvaient offrir une mobilité suffisante aux chars lourds. La première utilisation des chars britanniques lors de la bataille de la Somme en septembre 1916 sembla lui donner raison. Le char léger de Renault, contrairement à ses prédécesseurs, est extrêmement maniable. Il se faufile aisément, gravit de fortes pentes et malgré sa petite taille peut franchir de larges tranchées. Il doit cette mobilité à des chenilles propulsives qui lui permettent de se déplacer sur tout type de terrain, ainsi qu'à sa queue arrière qui l'empêche de se renverser.
Plutôt que d'avoir un grand compartiment de combat en forme de boîte comme les chars précédents, il présentait une structure semi-monocoque et une disposition interne similaire à celle des chars modernes, avec le cockpit à l'avant, la tourelle et le compartiment de combat au milieu et le moteur séparé à l'arrière. C'était également le premier char équipé d'une tourelle rotative, offrant ainsi un champ de tir à 360 degrés avec un seul canon. L'échec des chars britanniques lors de la bataille de la Somme amena le commandement français à accorder peu d'intérêt aux chars. Le général Nivelle, alors commandant en chef des armées françaises, n'avait lui-même que peu confiance en ses engins, privilégiant la production de tracteurs d'artillerie chenillés. Néanmoins, le premier prototype du Renault FT était opérationnel dès février 1917 et en mars, une commande pour 150 chars test fut passée. Mais le 16 février 1917, le premier déploiement au combat des chars Schneider est un échec. Sur les 128 chars engagés, plus de la moitié furent détruits par l'artillerie allemande. Certains se demandèrent si les chars avaient un réel avenir ou n'étaient qu'un gaspillage de précieuses ressources. Même les partisans des chars étaient divisés en deux camps. Ceux qui prenaient les chars super lourds, ultra blindés, capables de percer les lignes ennemies, qui aboutira aux chars 2C, et ceux qui préféraient les chars légers produits en grande quantité pour submerger l'ennemi. La question ne sera jamais clairement tranchée jusqu'à la fin de la guerre. Le 15 mai 1917, le général Nivelle fut remplacé par le général Pétain, qui mit fin aux offensives à outrance et opta pour une stratégie défensive en attendant l'arrivée des chars et des Américains pour relancer l'offensive. Bien plus favorable aux chars, il ordonna que le nombre de Renault FT soit porté à 3500. Pour répondre à cette demande, Louis Renault décida de produire des chars comme on produit des voitures, s'inspirant des méthodes d'Henry Ford. Il était très optimiste et s'engagea à livrer 2000 FT entre juillet et novembre 1917, soit 400 chars par mois. Cependant, ça se révéla totalement impossible en raison du manque de matières premières et de main-d'œuvre qualifiée. Entre août et décembre 1917, seuls 84 chars furent produits, dont 30 non blindés pour la formation. Le manque d'acier était tel que la grande poulie de renvoi située à l'avant du char fut fabriquée en bois. Renault chercha également à obtenir de l'acier en Grande-Bretagne, mais les Britanniques avaient leurs propres problèmes et l'acier fourni était cher et pas toujours de bonne qualité. Ainsi, pour accélérer la production, dès avril 1917, Renault invita d'autres constructeurs français et américains à produire sous licence son char. Malgré tous ces obstacles, Renault réussit à livrer près de 200 chars par mois à partir de mars 1918 et au total, l'armée française en commanda pas moins de 7820. Les entreprises françaises Berliet, Somea et Delaunay-Belleville se mirent à produire 3880 exemplaires en plus des 3940 commandés à Renault. Finalement, 3177 chars furent livrés avant l'armistice, dont environ la moitié fut fabriquée dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, près de Paris. Après la Première Guerre mondiale, le FT fut exporté en grand nombre et des copies et modèles dérivés furent fabriqués aux États-Unis, en Italie et en Union soviétique. Le Renault FT est révolutionnaire à plusieurs niveaux et reste le modèle de référence pour les chars modernes, dont la conception a peu évolué depuis. Contrairement aux autres chars de son époque, qui ressemblaient à de grandes boîtes, il avait une structure semi-monocoque constituée de plaques de blindage assemblées à angle droit. La caisse reposait sur les chenilles et supportait une tourelle armée. La disposition interne, devenue un standard, est toujours utilisée aujourd'hui, avec le cockpit à l'avant, la tourelle et le compartiment de combat au centre, et le compartiment moteur à l'arrière séparé par une cloison. Cette disposition soulageait en partie l'équipage du bruit et de la chaleur du moteur, bien que le niveau sonore à l'intérieur restait assourdissant et qu'il n'y avait aucun système de communication interne. Le chef de char, également tireur et chargeur, était assis sur une sangle derrière le conducteur et donnait ses ordres en appuyant son genou sur le dos du pilote ou en tapant sur son casque. De plus, la visibilité assurée par des fentes était médiocre. En revanche, contrairement à ses prédécesseurs, le Renault FT possédait une excellente maniabilité.
Grâce à sa taille compacte et à sa légèreté, 5 mètres de long, 1,74 m de large, 2,14 m de haut pour un poids de 6,5 tonnes, il était nettement plus agile que le Mark I et le Saint-Chamond. Il pouvait également compter sur ses larges chenilles, ses roues directrices propulsives et sa queue arrière amovible qui l'empêchait de basculer. À l'époque, on n'avait tout simplement jamais vu un char aussi mobile. Les roues de guidage pouvaient coulisser d'avant en arrière pour ajuster la tension des chenilles et éviter les déraillements, un mécanisme devenu standard par la suite. Initialement en bois avec des jantes en acier pour économiser du métal, en raison de problèmes évidents de résistance, les grandes roues de guidage furent remplacées par des roues en acier sur les chars de production ultérieurs. Le FT était équipé d'un moteur Renault de 35 chevaux d'une grande fiabilité, du moins par rapport à ses prédécesseurs. S'il ne permettait pas au char d'aller à plus de 8 km/h sur route et 3 en tout-terrain, ce qui est très faible pour un char léger même à l'époque, le Mark I de 28 tonnes avait une vitesse sur route de 6 km/h et le Saint-Chamond de 22 tonnes 12 km/h, contrairement aux chars précédents, il n'avait pas vocation à agir seul mais à accompagner l'infanterie. Cette vitesse était alors jugée plus que suffisante. Ce moteur a également été conçu pour fonctionner normalement quelle que soit l'inclinaison. Des pentes très raides pouvaient ainsi être franchies, lui permettant de monter des pentes de 80%, bien qu'à seulement 2 km/h. Cette capacité de franchissement était cruciale pour lui permettre de sortir des tranchées. Toutefois, il était sujet à des problèmes de courroies de ventilateur qui ne furent résolus qu'après-guerre. À la mi-1918, des tentatives de débridage des moteurs de certains FT leur permirent d'atteindre les 12 km/h. Cependant, cela entraîna une surchauffe excessive des moteurs, causant la panne de tous les FT ainsi modifiés. L'idée fut alors rapidement abandonnée. Sur le plan du blindage, le FT surprend par sa supériorité par rapport aux chars de son époque, malgré son faible poids. Le Saint-Chamond avait un blindage avant de 11,5 mm, 8,5 sur les côtés et 5,5 sur le dessus, tandis que le Mark IV avait un blindage maximum de 14 mm. Le FT, quant à lui, possédait un blindage avant et latéral de 16 mm, 8 mm au-dessus et 6 au plancher. Les premières tourelles avaient un blindage de 16 mm, qui fut ensuite porté à 22 mm sur les modèles améliorés. Un char léger avec un blindage plus épais que les chars lourds, ça peut sembler très étrange. Mais ça vient d'une doctrine d'utilisation différente. Si les Mark et autres Saint-Chamond sont si grands, c'est parce qu'ils ont été conçus spécialement pour écraser les réseaux de barbelés ennemis et franchir de très larges tranchées. On pensait alors qu'il était nécessaire d'avoir un char très long. Mais qui dit char long dit grande surface de blindage. Il était ainsi techniquement impossible de mettre un blindage épais et donc lourd. Avec un Mark I qui faisait déjà 28 tonnes pour seulement 6 km/h et un Saint-Chamond de 22 tonnes pour 12 km/h, un blindage plus lourd n'aurait fait que les ralentir encore davantage, sans parler des problèmes pour se mouvoir sur terrain meuble ou même les déplacer jusqu'au champ de bataille. A l'inverse, la taille compacte du FT-17 rationalise le volume de blindage, et sa tourelle rotative réduit le nombre d'armes nécessaires, en contrepartie, il ne peut accueillir qu'un moteur de faible dimension. Cette tourelle est l'un des éléments les plus révolutionnaires du FT. Inspirée des tourelles des navires de guerre, elle était entièrement rotative et disposée de façon à offrir une bonne visibilité et un champ de tir à 360 degrés avec un seul canon. Aujourd'hui, une tourelle rotative semble évidente, mais le FT fut le premier char à en être équipé. Les premiers prototypes avaient une tourelle tronconique basse, inclinée vers l'avant et coulée d'une seule pièce, conçue pour une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm. En avril 1917, Estienne décida que certains chars devaient être armés d'un canon. Le canon Puto SA-18 de 37 mm fut choisi, et les tentatives furent faites pour réaliser une tourelle en fonte capable de l'accueillir, mais cela prit du temps. Ainsi, les 150 premiers chars, destinés uniquement à l'entraînement, furent fabriqués en acier non trempé, donc sans blindage, et équipés de cette première tourelle. Pendant ce temps, la société Berlier conçut une tourelle octogonale, plus simple à produire, avec des plaques de blindage rivetées, pouvant facilement être adaptées pour la mitrailleuse Hotchkiss ou le canon Puto.
L'armée française adopta alors une stratégie similaire à celle des Britanniques, avec une version dite mâle, armée du canon de 37 mm, et une version dite femelle, armée d'une mitrailleuse de 8 mm. C'est à comparer avec les Mark I, armés de 2 canons de 57 mm et 3 mitrailleuses, et le Saint-Chamond, qui disposait d'un canon de 75 mm et 4 mitrailleuses. Sur le champ de bataille, les versions mâles et femelles avaient des rôles complémentaires. Les mâles détruisaient les positions ennemies, tandis que les femelles, avec leur plus grande cadence de tir, débordaient l'ennemi. Accessoirement, il est beaucoup plus facile et donc économique de fabriquer une mitrailleuse qu'un canon. En 1918, forge et aciérie Paul Giraud développa une tourelle circulaire moulée qui devint plus courante que la tourelle Berliet dans les derniers stades de la guerre. Fort de son succès, le Renault FT a donné lieu à diverses variantes. Le char mitrailleur, qui est le concept de base, armé d'une mitrailleuse Hotchkiss M1914 de 8 mm, le char canon, armé du canon court Puteaux SA-18 de 37 mm, c'est de loin la version la plus produite, le TSF, pour télégraphie sans fil, était un véhicule de commandement radio dont la tourelle a été supprimée pour accueillir l'équipement radio et un équipage de 3 hommes. En décembre 1917, 200 avaient été commandés, mais seuls 100 furent finalement produits. Le FT-75BS était un canon automoteur destiné à soutenir les autres FT armés d'un obusier Schneider à canon court de 75 mm dans une tourelle fixe plus grande. 700 furent commandés, mais la guerre prit fin avant qu'ils ne soient utilisés au combat et seuls 40 furent effectivement produits. Au milieu des années 1920, certains FT furent modifiés pour améliorer leur performance avec une nouvelle suspension et des chenilles en caoutchouc quai-graisse, devenant le FT quai-graisse. Bien que les performances soient meilleures que le FT de base, il s'avéra rapidement que les chenilles s'usaient bien trop vite. Le modèle servit surtout de base pour le Renault NC. Le FT-31 est la seule tentative relative de modernisation du FT. Au début des années 30, la France remplaça l'armement des FT mitrailleurs par la mitrailleuse Mac 31 de 7,5 mm, mitrailleuse standard des chars français à partir des années 30. Entre 1933 et 1934, 1000 FT mitrailleurs furent convertis. Enfin, un plan de décembre 1939 prévoyait également de convertir certains FT en chasseurs de chars, en remplaçant la tourelle par un canon anti-char APX de 47 mm, mais le projet n'a jamais dépassé la planche à dessin. On trouve également diverses copies plus ou moins légales. Le M1917 est un FT légèrement amélioré fabriqué aux États-Unis. Au moment de l'armistice en 1918, seuls 64 avaient été achevés et aucun n'eut le temps de participer au combat. La production se poursuivit jusqu'en 1931 avec un total de 950 chars. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée canadienne en acheta 236 à l'armée américaine pour l'entraînement. Les FTCO sont 13 FT modifiés pour l'armée impériale japonaise en 1919. Ils furent utilisés au combat lors de l'incident de Mandchourie et pour l'entraînement. Pendant l'entre-deux-guerres, les Italiens produisaient le Fiat 3000, une copie proche du FT. Enfin, durant la guerre civile russe, les soviétiques capturèrent 14 Renault FT des forces russes blanches et s'en servirent pour produire le Rousskii Renault. Renault russe, copie directe du FT dont la principale différence est une mitrailleuse montée sur le côté de la tourelle. 15 furent produits entre 1920 et 1922, mais ils ne furent jamais utilisés au combat en raison de nombreux problèmes techniques. Entre 1928 et 1931, les soviétiques développèrent une version avancée nommée le T-18, considéré comme le premier char entièrement de conception soviétique. Les débuts du Renault FT sur le champ de bataille ont lieu le 31 mai 1918 à l'est de la forêt de Retz lors de la 3e bataille de l'Aisne. Le 2e bataillon de chars légers du 501e régiment d'artillerie spéciale a alors pour mission de soutenir l'attaque de l'infanterie sur le plateau de Chaudun. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette opération ne se déroule pas dans des conditions optimales. Il n'y a eu aucune reconnaissance préalable, aucun support d'artillerie, la communication et la coordination entre les chars et l'infanterie sont quasi inexistantes, et la tactique consiste à utiliser les chars comme de la simple cavalerie en les faisant avancer en ligne.
Les FT se retrouvent alors à foncer en ligne sur les positions ennemies sans savoir ce qu'il y a en face, tout en étant pris sous le feu des canons allemands qui, eux, peuvent compter sur des avions d'observation pour diriger leurs tirs. Malgré tout, l'attaque des FT surprend les Allemands et est un succès. Les 30 chars parviennent à briser l'avancée allemande en ne perdant que 4 chars, bien que le fait que l'infanterie n'ait pas suivi les oblige à se retirer rapidement. À partir de là, un nombre toujours croissant de FT fut déployé. Suivant l'idée proposée par Estienne, la tactique consistait à submerger les défenses allemandes en utilisant des essaims de chars légers, rapides et mobiles. Disponibles en grand nombre à partir de l'été 1918, les FT ont grandement contribué au succès des offensives du maréchal Foch et ont alors obtenu leur surnom de chars de la victoire, combattant en première ligne jusqu'à l'armistice le 11 novembre 1918. Au total, les 3177 chars FT ont participé à pas moins de 3300 engagements et 440 furent perdus au combat. Lorsque les États-Unis ont rejoint la guerre en avril 1917, ils ne disposaient d'aucun char. L'industrie française étant déjà en sur-régime, elle ne pouvait absolument pas produire de chars supplémentaires pour l'armée américaine. Il a alors été décidé que les États-Unis produiraient eux-mêmes leur FT-17. Produit sous le nom de M1917 avec quelques modifications, il était prévu d'en construire 4800 pour les forces américaines et 1200 pour la France. La première livraison était fixée pour avril 1918, mais les usines américaines prirent un important retard si bien que la France fournit 216 FT de fabrication française au contingent américain. Finalement, aucun M1917 n'arriva en France avant la fin de la guerre. Ils connurent cependant une longue carrière dans l'armée américaine avant d'être en partie envoyés au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'instruction des équipages de chars. L'armée britannique utilisa également 24 FT pour des tâches de commandement et de liaison, généralement sans armement. L'Italie reçut 3 FT en juin 1918 et le groupe Fiat prévoyait d'en produire 1500. Mais finalement, aucun ne fut produit, l'Italie préférant le copier pour créer le Fiat 3000. Après la fin de la Première Guerre mondiale, les Renault FT ont été exportés dans de nombreux pays et sont devenus les premiers chars des unités blindées de nombreuses armées. Après avoir obtenu des marques britanniques, l'armée impériale japonaise a acheté 13 FT légèrement modifiés en 1920. En tant que chars de soutien d'infanterie, ils ont été bien accueillis par les soldats japonais, et il était alors prévu d'importer un grand nombre de FT-17 d'occasion. Mais finalement, l'armée japonaise a préféré produire son propre char. En 1925, leur armement a été remplacé par une mitrailleuse de 6,5 mm, et ils ont été utilisés au combat lors de l'incident de Mandchourie en 1931, avant d'être relégués au rôle de chars d'entraînement pendant de nombreuses années. Pendant la guerre civile russe, la France a fourni des Renault FT à l'armée blanche, mais un grand nombre a été capturé par l'armée rouge, qui a ensuite tenté de le copier. Cependant, ils n'ont jamais été utilisés au combat en raison de nombreux problèmes techniques. Lorsque les troupes françaises ont quitté la Russie en mars 1919, plusieurs FT se trouvant à Vladivostok ont été donnés à l'armée chinoise Fengtian de Chang Zuolin, qui en acheta 14 autres entre 1924 et 1925. Ils ont servi à protéger la frontière contre les soviétiques dans les années 20 et contre le seigneur de guerre Wu Peifu en 1926. Après l'invasion japonaise de la Mandchourie, presque tous ont été transférés à l'armée du Manchukuo, l'état fantoche du Japon. Après avoir combattu les Allemands en France durant la Première Guerre mondiale, au printemps 1919, le premier régiment de chars de l'armée polonaise fut créé en France et équipé de 120 chars FT. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles reconnaît l'indépendance de la Pologne et le régiment retourne en Pologne, faisant de l'armée polonaise la 4e force blindée au monde. Ils participèrent aux différents conflits militaires visant à protéger l'indépendance de la Pologne, notamment la guerre polono-ukrainienne et la guerre soviéto-polonaise. Des FT ont également été utilisés au Brésil par l'ancienne République pour écraser diverses révoltes entre 1924 et 1927, et par les forces de Vargas contre la révolution constitutionnaliste de 1932. Des FT-17 ont également été utilisés dans divers conflits coloniaux. L'armée française a déployé une compagnie de FT en Syrie pendant la grande révolte syrienne,
Et pendant la guerre du Rif, l'armée espagnole a utilisé une vingtaine de FT qui ont été les premiers chars de l'histoire à participer à un assaut amphibie lors du débarquement d'Al Hoceima en septembre 1926. Pendant cette guerre, l'armée française a également déployé 2 bataillons de FT qui sont ensuite restés en Afrique du Nord pour achever la pacification du Maroc dans les montagnes de l'Atlas. Lorsque la guerre civile espagnole éclata, la moitié des équipages de FT espagnols resta fidèle à la République, tandis que l'autre moitié rejoignit les rebelles. Au début des années 30, l'armée française comptait encore environ 3500 FT dans ses stocks. Mais en réalité, une grande partie était inutilisable en raison de leur niveau d'usure. Les FT étaient trop obsolètes pour justifier de coûteuses modernisations ou remises en état. Entre 1933 et 1934, environ 1000 FT reçurent la mitrailleuse Mac 31 de 7,5 mm, tandis qu'une grande partie des canons SA-18 furent démontés pour armer les nouveaux R-35, FCM-36 et H-35. Certains FT furent cannibalisés pour en maintenir d'autres en état, tandis que d'autres furent enterrés pour compléter la ligne Maginot. Bien que totalement obsolètes au moment de la Seconde Guerre mondiale, des Renault FT ont tout de même été déployés par la Pologne, la Finlande, la France, la Grèce, la Roumanie et la Yougoslavie. En 1939, l'armée polonaise disposait encore de 102 FT. Ils étaient répartis en 3 compagnies de chars légers et comme véhicules blindés sur rail. Mobilisée le 6 septembre 1939 et envoyée à Brest-Litovsk, la 111e compagnie manqua de carburant et fut capturée le 16. Les 2 autres furent déployés pour défendre la forteresse de Brest-Litovsk. Totalement dépassées par les panzers allemands, les forces polonaises abandonnèrent la citadelle le 17. Les derniers chars tentèrent une percée désespérée mais furent tous détruits. Les draisines furent essentiellement utilisées pour la reconnaissance sur rail et dans quelques cas en appui-feu de l'infanterie. Le 30 novembre 1939, l'Union soviétique envahit la Finlande, débutant la guerre d'hiver. Bien qu'incapables d'affronter des chars soviétiques, les Finlandais utilisèrent leurs 30 FT restants comme casemates. Lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne en septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne, l'armée française dispose encore en métropole de 1445 FT plus ou moins capables de combattre et 1235 désarmés. Bien sûr, l'état-major sait que le FT est totalement obsolète. Ils sont principalement utilisés pour la protection de sites sensibles, la lutte contre les parachutistes ou les saboteurs, ou pour boucher des trous dans les lignes de défense françaises, en coordination avec des bataillons équipés de chars modernes. Dans l'urgence, entre fin mai et début juin 1940, de nombreux FT désarmés sont réactivés en catastrophe. Certains sont même envoyés sans armement, le chef de char utilisant simplement un fusil mitrailleur à travers l'orifice vide de la tourelle. À la capitulation, la Wehrmacht a capturé environ 500 FT. Certains furent ensuite déployés dans des unités de l'arrière ou montés sur des wagons de trains blindés, tandis que d'autres ont vu leurs tourelles retirées pour être utilisées comme tracteurs d'artillerie. Les tourelles retirées ont été utilisées pour des ouvrages de fortification et installées comme casemates. Les troupes allemandes stationnées à Paris pour garder la ville ont également utilisé des FT dans les combats de rue en 1944. De son côté, le régime de Vichy a utilisé des FT contre les forces d'invasion alliées lors de l'opération Torche au Maroc et en Algérie, mais il ne pouvait rien contre les Sherman et même les Stuart américains. Le dernier combat des FT de l'armée française a eu lieu lors de l'invasion japonaise de l'Indochine française en mars 1945, lorsqu'une section a défendu la forteresse de Hue. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.